Qu'y a-t-il à l'ouest de Westeros? Cette question a longtemps fasciné ses habitants et continue encore aujourd'hui d'attiser les légendes les plus folles, de telle sorte qu'elle a motivé un certain nombre d'aventuriers et de marins chevronnés à se lancer vent en poupe pour affronter les vastes étendues qui entourent le continent. Alors que vous vous sentiez l'âme d'un explorateur, que vous soyez intrigué par ce à quoi pourrait être confronté Arya, ou si vous êtes simplement intéressé par en savoir plus sur ceux qui l'ont précédé, restez avec nous, cette vidéo étanchera peut-être votre soif d'aventure. Salut tout le monde, bienvenue dans la Citadelle pour un épisode orienté géographie dans lequel on tentera de donner un maximum d'informations sur ce que l'on sait de ce qui peut se trouver à l'ouest de Westeros, ce qui nous servira en réalité de prétexte pour parler plus généralement de l'exploration navale dans l'univers de Game of Thrones. Et avant de chercher à explorer ce qu'il se trouve au-delà des océans, il est important de bien connaître l'ouest de Westeros et son interface maritime. En effet, la totalité de l'ouest du continent est bordée par une mer, la mer du Crépuscule, qui doit bien évidemment son nom à sa position géographique. Westeros présente donc un littoral étendu, parsemé de baies, de péninsules et d'îles, et bordé par diverses entités politiques et socio-culturelles qui lui confèrent une grande importance, aussi bien économique que géopolitique, comme vous vous en doutez. Des côtes rocailleuses du nord aux rivages fertiles du Reach, c'est un espace où interagissent et se confrontent un certain nombre d'acteurs avec leurs intérêts et leurs revendications propres. Et l'influence majeure de la région est historiquement bien sûr celle des îles de fer. Cette population, d'une culture insulaire qui leur est propre et très éloignée de ses homologues continentaux, est basée sur le pillage des côtes et la piraterie, à l'image des Vikings dont ils sont très probablement inspirés. Pour des raisons à la fois culturelles mais également de subsistance, une grande partie du littoral est sous la menace constante des raids des Fernés, voire même d'une invasion pure et simple. Ainsi, plusieurs régions en sont des cibles privilégiées, et certaines d'entre elles sont même revendiquées ancestralement par les insulaires par droit de conquête. Dans le nord, la côte rocailleuse, qui habite des petits villages de pêcheurs, mais surtout Bear Island, donc l'île des ours, sont régulièrement tombées sous domination Fernée. Le cap Kraken, quant à lui, a également longtemps été disputé entre les deux belligérants et la population locale actuelle, bien que dépendante du Nord, semble plus proche ethniquement des Ironborns, comme l'indique son nom. Mais c'est avant tout les contrées riches et fertiles du Reach qui ont historiquement attiré l'attention des pillards des îles de fer. L'île du Harbor, réputée pour son vin, a longtemps été contrôlée par ce peuple. Mais la cible privilégiée de ces raids est sans nul doute la rivière Mander. Plus long fleuve du continent, son bassin concentre les richesses de la région. Ces eaux propices à la navigation ont permis aux Fernés de remonter son cours régulièrement en quête de butin et d'esclaves, allant aussi loin que Bitterbridge, tout comme les Vikings ont pu le faire au IXe siècle, avec la Seine notamment. Et cette zone d'influence des îles de fer atteint son apogée sous le règne de la dynastie Hoar, dont les armoiries rappellent les revendications territoriales historiques de ce peuple. Le pin de Bear Island, la grappe de l'île du Harbor et le corbeau des maîtres d'Old Town, tous trois dominés par le Snakeheart représentant les îles et liés par les chaînes de fer de son peuple. Cette domination maritime est notamment permise par la flotte de fer, l'une des trois principales flottes de guerre du continent. Mais qui est mieux placé pour diffuser le savoir de la citadelle que son maître le plus célèbre? Vous l'aurez compris, la présence de ce peuple de navigateurs a une importance capitale dans la dynamique des pouvoirs à l'ouest du continent. Et pour se protéger de ces attaques incessantes, les continentaux ont dû mettre au point un certain nombre de systèmes défensifs côtiers. Dans les Riverlands, la forteresse de Seaguards, nichée contre le cap des Aigles, a été bâtie dans le but de défendre la baie. D'ailleurs, son nom signifie littéralement « garde de la mer ». Ainsi, la famille Mallister possède une petite flotte parée à contrer toute incursion dès que l'immense cloche de bronze de la tour retentissante sonne quand des Snakeheart pointent à l'horizon. Chez leurs voisins du sud, la dissuasion est effectuée par la flotte Redwyn du Harbor.
Plus puissante flotte du continent, devant la flotte de fer des Greyjoy ainsi que la flotte royale souvent dirigée par la famille Velaryon, elle permet de sécuriser le détroit Redwyne qui est une importante route commerciale débouchant sur la cité portuaire d'Old Town. Par ailleurs, l'embouchure de la Mander est elle-même protégée par un ensemble de 4 îles appelées les îles Boucliers. Cet archipel faisant face à l'estuaire a pour rôle d'assurer la surveillance et la défense de la baie et fut armé afin de répondre aux attaques incessantes visant la rivière, acquérant au passage leur nom actuel. On peut y retrouver un réseau de tours de guet dont les feux d'alarme sont allumés dès que des navires ennemis sont repérés. Alors, tout homme en état de combattre se mobilise et prend la mer pour bloquer la Mander et intercepter les pillards. L'interface maritime occidentale de Westeros présente donc un intérêt géostratégique et économique indéniable, coïncidant avec une diversité ethnique et culturelle, ce qui en fait le théâtre de nombreuses luttes pour son contrôle. Finalement, c'est également une importante zone commerciale, puisqu'elle abrite le deuxième plus important port de commerce et plus riche ville du royaume Old Town, ainsi que Lannisport, qui est l'ouverture maritime des Westerlands et de ses richesses. Mais cette mer mystérieuse est également appelée mer du crépuscule, car on peut y observer chaque jour la lente course du soleil plongeant à l'horizon dans l'étendue infinie des eaux. Cette immensité, imprégnée d'inconnus, a bien entendu interpellé à de nombreuses reprises l'esprit aventurier des Westerosi, et plusieurs d'entre eux ont entrepris l'ultime voyage avec des résultats assez variés sur lesquels on va pouvoir s'attarder. Quoi qu'il en soit, cet océan est loin d'être totalement vide. À 8 jours de navigation vers l'ouest des îles de Fer, se trouve le point le plus occidental habité par l'homme. Il s'agit de l'île de la Lumière Solitaire, la plus importante d'un amas de 13 rochers perdus dans les flots. Ces îlots rocailleux de taille variable accueillent de nombreuses colonies de phoques et d'otaries, et l'île principale, qui doit son nom à son phare, est le siège de la maison Farwind et accueille une petite population fermée. Du fait de leur isolation, un certain nombre de légendes existent à leur propos. Leurs cousins de l'archipel les considèrent avec méfiance, certains leur prêtant la faculté de prendre la forme de lions de mer, de morses ou encore de baleines. Mais cette lumière solitaire est-elle l'ultime lueur avant un océan sans fin? Selon ses propres habitants, ce n'est pas le cas. En effet, lors de l'élection du nouveau roi après la mort de Balon Greyjoy, Lord Gilbert Farwind se nomme comme successeur et promet aux Fernets de bâtir 10 000 navires comme Nymeria et de les emmener au-delà de la mer dans une contrée où l'hiver et la mort n'existent pas. Se pourrait-il qu'il ait aperçu ces rivages en wargant ou voyageant dans un animal marin? On peut également voir dans cette île un nouveau rapprochement avec la culture viking, ayant poussé vers l'ouest pour découvrir l'Islande et le Groenland inhospitalier, avant d'enfin entreprendre la traversée jusqu'à un nouveau continent fertile. D'ailleurs, le monde connu représente de nombreuses similarités avec notre monde. Westeros, c'est l'Europe, Essos est inspiré de l'Asie. Quant à Sotorios, J.R.R. Martin dit qu'il a puisé son inspiration dans l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne. Ce ne serait pas si étonnant que ça d'apprendre l'existence d'un nouveau continent homologue à l'Amérique. Cela pourrait être également un hommage à Tolkien et à sa terre mythique de Valinor à l'ouest par-delà les océans. Dans tous les cas, il n'est pas le premier ni le dernier à exprimer la volonté de s'aventurer vers l'ouest. Alton Greyjoy, seigneur des îles de Fer aux alentours du IIe siècle, décida par exemple de mener une expédition pour conquérir de nouvelles terres plus à l'ouest, mais ne revint jamais. Dans le nord, c'est un ancêtre direct de notre aventurière, Brandon Stark, dit Shipwright, c'est-à-dire charpentier naval, qui tenta l'aventure des milliers d'années avant la conquête avec le même résultat. Dans son chagrin, son fils et nouveau roi, donc Brandon, ordonna de brûler la totalité des flottes du Nord. Il acquit ainsi le surnom de Bran le Brûleur, et cela constitue une des raisons pour lesquelles aujourd'hui le Nord ne possède plus de flotte militaire. J'ai pu lire une théorie comme quoi Brandon aurait possiblement échoué sur la Lumière Solitaire, expliquant ainsi le prétendu pouvoir des locaux, mais ça me semble assez peu probable puisque cette île a été colonisée après sa disparition. Quoi qu'il en soit, dans la crypte sous Winterfell, son tombeau est toujours vide. Autant dire qu'une telle expédition est pour le moins très périlleuse, et cela est dû principalement aux technologies de navigation de l'univers qui semblent pour l'instant très limitées. En effet, il n'est jamais fait mention à aucun moment d'un sextant et de quelconque instrument de navigation. On sait d'ailleurs que les Fernets ne se repèrent qu'en suivant les côtes. Davos nous apprend également qu'un certain nombre de constellations et astres sont utilisés pour se repérer,
mais on ne peut pas dire que les technologies de navigation ne sont réellement développées, ou en tout cas pas autant que durant nos périodes des grandes découvertes. Néanmoins, cela n'a pas empêché des explorateurs expérimentés de parcourir les océans. C'est le cas de Elissa Farman qui entreprit en 1956 l'audacieuse traversée. Née 29 ans après la conquête de la famille des seigneurs de l'île de Fair Isle, elle a naturellement toujours été portée vers la navigation. À l'âge de 14 ans, elle avait déjà effectué le tour de l'île en solitaire et à 20 ans avait déjà voyagé aux extrémités de la côte que sont Bear Island et l'Arbor. Très indépendante, aventureuse et donc impossible à marier, elle se mit en tête de se lancer vers l'ouest. Elissa demanda alors auprès de son amie, la princesse et petite-fille d'Aegon Ier, Rhaena Targaryen, des fonds pour la construction à Driftmark d'un impressionnant navire à la hauteur de ses ambitions. Après le refus de l'Altesse royale, l'aventurière quitta Dragonstone pour Braavos en 54, après avoir discrètement volé 3 œufs de dragon. La vente de ces œufs aux seigneurs dirigeant la ville permit à celle qui porte maintenant l'alias d'Alist Westhill de réunir la somme nécessaire à la construction du plus impressionnant bâtiment à jamais naviguer, le Sun Chaser, dont le nom rappelle ce rêve d'atteindre l'ouest. Après avoir fait le plein de vivres à Pentos puis Tyrosh, Alice mouilla une dernière fois à Old Town en 56. Rejointe dans son entreprise par les 2 petits-fils de Lord Donnell Hightower, Eustace et Norman, les capitaines respectifs du Lady Meredith et de l'Autumn Moon, les 3 vaisseaux mirent les voiles le 23e jour de la 3e lune de l'année. Le temps passa à Westeros sans qu'aucune nouvelle de l'expédition n'y parvienne, jusqu'au jour où un bateau très endommagé entra dans l'estuaire d'Old Town 3 ans après. Il s'agissait du Lady Meredith d'Eustace Hightower, méconnaissable comme l'était son capitaine. Il put alors compter les mésaventures qu'a rencontrées la petite flotte, du moins sa version des faits. Tout avait pourtant parfaitement démarré. Après avoir dépassé l'Arbor, les 3 navires mirent le cap au sud-ouest et continuèrent à un rythme soutenu, profitant d'une météo paisible et d'un vent propice. Au bout de 12 jours de traversée, ils estimaient avoir atteint la latitude des îles d'été et être plus à l'ouest qu'aucun navire ne l'ait été avant eux. Puis, ils ont tout d'abord perdu le vent. 2 semaines durant, les bâtiments n'avançaient qu'à la force des bras des marins, les tractant depuis des chaloupes. Mais le vent finit par revenir avec une puissance dévastatrice. 3 tempêtes successives frappèrent l'expédition, chacune plus puissante que la précédente. Les vagues surgissaient, plus hautes que les mâts des vaisseaux, et la foudre s'abattait, déchirant le ciel. Soudain, un éclair frappa le mât de l'Autumn Moon, l'ouvrant en 2. Depuis le pont du Lady Meredith, Sir Eustace Hightower, luttant contre les vagues, ne put qu'apercevoir une gigantesque vague emporter son frère et son équipage en un instant. Mais là où le chevalier l'avait vu emporté par les flots, certains de ses hommes les plus fidèles juraient avoir vu les bras d'un kraken s'abattre sur leurs camarades. Quoi qu'il en soit, ils étaient seuls. Le Sun Chaser, bien plus rapide, avait pu quitter la tempête. Le lendemain, le calme était revenu sur les eaux, et dans l'après-midi, le Sun Chaser réapparut, porteur d'une bonne nouvelle. Dans leur infortune, les vents ayant soulevé la mer avaient aussi déporté Alist Westhill jusqu'à ce que pointe dans la brume un sommet montagneux. Elle avait trouvé une terre. Après investigation, il s'agissait en réalité de 3 îles, une montagne accompagnée de 2 collines selon la navigatrice, la plus grande faisant à peine le tiers de Dragonstone. Avec l'aide de l'ex-Lady Farman, les 2 équipages purent atteindre l'archipel. Malgré leur petite taille, les îles étaient plaisantes et abondantes de ressources. De nombreuses sources et ruisseaux permirent aux marins de se réapprovisionner en eau douce et les explorateurs y restèrent plus d'une quinzaine de jours pour effectuer les réparations nécessaires à leurs navires. Ces terres étaient inhabitées, si ce n'est par leur faune riche, notamment en cochons sauvages, et en une espèce de lent lézard gris aussi grand que des cerfs et dont la morsure causait de sévères infections. Du nombre de 3, Alice Westhill décida de nommer ainsi ces îles Aegon, Rhaenys et Visenya en l'honneur des fondateurs de la dynastie régnante. Mais le principal était là, ils avaient posé pied où nul autre n'était jamais allé et tenaient la preuve qu'il existait bien des terres inconnues des cartes. Pour Alice, c'en était une certitude, il devait y avoir un nouvel Essos encore plus à l'ouest. Eustace Hightower, cependant, considéra que cette découverte était suffisamment conséquente et que sa cargaison de fruits exotiques jamais vus auparavant ferait sa fortune.
Par ailleurs, il savait sa situation précaire. Ces hommes étaient persuadés qu'un kraken avait emporté par le fond leurs camarades et leur demander de se lancer une nouvelle fois vers l'inconnu serait risquer la mutinerie. Les deux bâtiments mirent donc les voiles, direction opposée, Sir Eustace rejoignant les siens, et Alice poursuivant comme toujours le soleil. Le voyage du retour fut tout autant périlleux pour Hightower et son équipage. En plus des conditions climatiques, le navire rencontra un banc de léviathans, qui sont dans cet univers des espèces d'immenses baleines grises. L'un d'entre eux chargea le Lady Meredith, endommageant sa coque. Comprenant qu'il n'était pas en état de rejoindre le continent, le capitaine mit cap vers les îles d'été. Mais, ayant dérivé au gré de ses infortunes, le navire échoua sur la côte occidentale de Sothorios. Là, ils restèrent environ 1 an. Décimés par les maladies et la faune locale, ils ne durent leur salut qu'à un équipage estivien passant au large qui peut les secourir et les aider à regagner Westeros. Ainsi s'achève le récit de Sir Eustace Hightower après 3 ans de pérégrination. Quant à Alice Westhill, née Lady Elissa Farman, plus aucune nouvelle ne parvint au continent. Jusqu'à la supposée découverte du Sunchaser à Asshai 25 ans après, par Corlys Velaryon, un autre grand navigateur dont on va parler juste après. Alors, pour revenir sur cette aventure, si c'est effectivement le Sunchaser qui a été vu à Asshai, cela apporterait plusieurs choses. On aurait déjà la confirmation que cette planète est bien ronde. Ça nous semble évident et c'est d'ailleurs fortement soupçonné par les maîtres, mais on n'en avait pas réellement la preuve si ce n'est une cargaison d'Asshai retrouvée il y a quelques années dans les contrées de l'éternel hiver. Pour qu'une telle cargaison soit retrouvée si loin d'Asshai, cela laisse supposer qu'il y aurait une certaine connexion entre ces deux espaces. D'autre part, cette éventualité nous permettrait de supposer qu'il existe bien un continent, ou au minimum des terres ou mers non cartographiées à l'ouest. En effet, il serait impossible pour un équipage de parcourir une telle distance sans pouvoir se ravitailler sur le chemin. D'ailleurs, son histoire peut évoquer celle de Christophe Colomb avec ses 3 caravelles. Autre petit détail historique, le prénom Elissa est emprunté à la reine phénicienne, surtout connue pour son nom latin Didon, qui parcourut la Méditerranée et fonda la colonie de Carthage. Son navire aurait donc été aperçu par Lord Corlys Velaryon à Asshai. La maison Velaryon, comme on a pu l'introduire à plusieurs reprises dans cette vidéo, est un autre grand nom, si ce n'est le plus important, de la navigation westerosi. Régnant sur l'île de Driftmark, à quelques kilomètres de Dragonstone, les Velaryon sont également issus de Valyria, dont ils ont émigré avant même leurs homologues de l'île voisine. Mais là où les Targaryens dominaient les airs, les Velaryon sont les maîtres des océans. C'est d'ailleurs la flotte de Driftmark qui a permis à Aegon Ier et ses troupes de débarquer dans l'embouchure de la Blackwater où il bâtira plus tard sa capitale. Lors du 1er siècle de la domination Targaryen, tant de Velaryon ont siégé au conseil restreint comme maîtres des navires et amiraux de la flotte royale que ce titre a souvent été considéré à tort comme étant héréditaire. C'est donc dans cette famille que naît en 53 Corlys, soit 3 ans après le départ de l'expédition d'Alice Westhill. Comme la tradition l'exige, il est dès son plus jeune âge introduit à la vie de marin, mais aucun garçon avant lui, ni même dans les générations qui le suivirent, ne montra un talent et une ambition aventureuse aussi importante que Corlys. Après avoir passé son enfance à servir sur des navires, dont les capitaines disaient de lui qu'il n'avait jamais vu un tel naturel matelot, il prend à l'âge de 16 ans la tête de son propre bâtiment. Après avoir navigué dans tous les ports à proximité, allant même jusqu'à Eastwatch sur le Mur, Hardhome puis le port d'Iben, il entreprit son premier voyage d'exploration à bord de l'Icewolf pour tenter de découvrir le fameux passage contournant Westeros par le nord. L'expédition se révéla infructueuse du fait de mers gelées et d'icebergs grands comme des montagnes. Mais les exploits qui inscrivirent réellement le capitaine Corlys Velaryon dans l'histoire de l'exploration navale westerosi furent les 9 voyages qu'il entreprit à bord du Sea Snake, un navire de sa propre conception et dont il héritera lui-même le surnom. Lors de son premier voyage jusqu'à la cité de Kars, bien connue des marchands, il devint le premier Westerosi à franchir les portes de Jade, donnant sur la mer du même nom pour se rendre à Yiti, puis l'île de Leng, avant de retourner sur le continent, chargé d'épices et de soie, doublant au passage la fortune de sa maison. Son deuxième voyage fit de lui le premier explorateur à atteindre Asshai,
et son troisième l'emmena au nord, où il fut cette fois le premier à rejoindre les 1000 îles, Néfer et la côte de Mosovie. Il retournera après ses voyages à Driftmark, propulsant la maison Velaryon au rang des plus puissantes du royaume, avant d'avoir dans la seconde moitié de sa vie un rôle déterminant dans la politique du début du IIe siècle. Quand Lys Velaryon est un grand homme, il marquera l'histoire. Et c'est donc au cours de ses voyages qu'il aperçut selon lui la silhouette décrépite du Sun Chaser. Alice Westhill, avec son voyage vers l'ouest, pourrait faire figure d'inspiration pour le personnage d'Arya, dans leur objectif commun tout du moins, mais également dans leur tempérament et leurs origines sociales. D'ailleurs, il s'agit là du thème assez classique chez J.R.R. Martin, celui de la femme aventurière. On peut citer par exemple Gennara Belleris, exploratrice valyrienne qui survola Sotorios à dos de dragon, annonçant que ce continent devait être au moins aussi grand qu'Essos, et qui fit demi-tour après plusieurs années passées à survoler un continent sans fin. Mais s'il y en a bien une qui fait office d'inspiration pour Arya Stark, il s'agit de la princesse Nymeria de Nyssar. Après une série d'événements bien trop longs à présenter pour cette vidéo, elle mena le reste de son peuple, les Rhoynar, à l'exil. Ces habitants des berges de la rivière Rhoyne à Essos, comme leur nom l'indique, durent quitter leur terre natale devant l'expansion de Valyria, environ 700 ans avant la conquête. Dans un épisode à mi-chemin entre l'Exode de la Bible et l'Odyssée d'Homère, Nymeria quitta donc Essos avec une flotte de vieillards, femmes et enfants à la recherche d'une terre d'accueil, restée dans l'histoire sous le nom des 10 000 navires. Après en avoir perdu un nombre conséquent lors de la traversée de la mer d'été, leur première escale fut les îles Basiliques pour se ravitailler. Cependant, la flotte fut confrontée à 3 seigneurs corsaires qui anéantirent une quarantaine de navires, réduisant leur équipage à l'esclavage. Ils proposèrent néanmoins aux réfugiés de s'installer sur l'île aux crapauds, en échange de quoi ceux-ci devraient fournir un certain nombre de leurs nouveau-nés en tribut, ce que Nymeria refusa. Le peuple reprit la mer pour s'installer à divers endroits sur la côte de Sotorios, la princesse s'installant elle-même dans l'ancienne colonie Giscari de Zamétar. Pendant près d'un an, les Rhoynar tentèrent d'y survivre, mais le climat, les nombreuses maladies et les raids incessants des pirates les mirent à rude épreuve. Lorsqu'un bateau de Zamétar arriva à Yin pour y trouver que toute la population avait mystérieusement disparu, Nymeria rassembla les siens pour mettre une nouvelle fois les voiles vers un nouvel horizon. Les 3 années suivantes, ils errèrent dans les mers du Sud à la recherche d'un nouveau refuge. Sur l'île de Nath, la population les accueillit pacifiquement, mais la fièvre endémique eut raison des étrangers, comme elle l'a toujours fait. Ils émigrèrent alors sur Aboulou, dans l'archipel des îles d'été, mais le sol rocailleux de celle que l'on nomme aujourd'hui l'île des femmes ne pouvait subvenir aux besoins d'un tel groupe. Finalement, Nymeria mena les Rhoynar dans un ultime voyage, accostant les rivages arides de Dorne où ils trouvèrent enfin une nouvelle maison. Afin de sceller définitivement cette page de l'histoire du peuple, Nymeria épousa un roi local mineur du nom de Mors Martell, fondant ainsi la nouvelle maison Nymeros Martell, puis elle rassembla les Rhoynar afin de brûler leurs bateaux. Princesse indépendante et valeureuse, Nymeria de Nyssar est un autre exemple de femme combative, véritable inspiration pour Arya, qui nomme d'après elle son Direwolf. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivie, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous y avez appris des choses. Je remercie bien entendu grandement Maître Thibaut de m'avoir accompagné. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était très sympa de ta part, et puis j'ai envie de dire, peut-être à une autre fois dans les couloirs de la citadelle. Ce serait avec grand plaisir, en tout cas n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à sa chaîne, et nous on va se retrouver très prochainement pour des nouvelles vidéos sur l'univers de Game of Thrones. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis Valar Morghulis, et à la prochaine, ciao.